BFM Business, intégral placement, idée de placement. Angélique Delinxin vient de nous rejoindre. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Vous n'allez pas échapper à la question foot. Hein, c'est dans l'air du temps, comme disent les autres. Est-ce que ça a un impact sur les ventes aux enchères de vin, tiens, cette Coupe du Monde ? Il ne vous a pas échappé que nous ne vendons pas de la bière, mais du vin sur Ideal Wine. Non, ce qui est certain, c'est que on n'a pas vraiment ressenti un impact très net depuis le début de cette Coupe du Monde. Tout au plus sur les derniers matchs, puisque les ordres arrivent en continu sur la plateforme, notamment lors des fins de vente aux enchères. Lors des derniers matchs, on a senti là un arrêt, un encéphalogramme un peu plat pendant quelques minutes par moment, en début de match ou en fin de match. Mais vraiment, pas vraiment de lien immédiat, quoi. Pas de lien immédiat, ça ne nous a pas empêché d'enregistrer un mois qui est notre deuxième mois record après celui du mois de décembre de l'année 2017, avec des très belles ventes. Ça n'empêche pas un magnum de Mouton Rothschild 1945 de dépasser les 15 000 euros. Voilà. Bon. Donc Pourtant, il y a un truc assez marquant, ce sont vos indices, ces fameux indices Windex que vous calculez, et ils sont à plat. Alors sur le mois de juin, oui, effectivement, l'encéphalogramme, là aussi, il est resté assez plat, puisque le Windex 100 a perdu 0,4%, ce qui reste toujours mieux au passage que ce qu'a fait la performance du CAC 40 sur cette période. Mais si on regarde depuis le début de l'année, on enregistre quand même une petite croissance, qui, même sur les 12 derniers mois glissants, est de plus de 8% et même plus de 9% sur les vins de Bourgogne. Donc, n'est pas complètement, c'est pas complètement négatif. C'est vrai que cet encéphalogramme plat il y a deux points qui permettent de l'expliquer. D'une part, c'est un indice qui porte sur les millésimes très récents, et le marché vibre plus en ce moment sur les années plus matures, sur les vins plus rares. Et d'autre part, il est calé sur 3 régions très classiques: Bordeaux, Bourgogne, Rhône. Et aujourd'hui, ce qui fait l'attractivité du marché des enchères, c'est tout le reste, et notamment le Jura. Vous savez, et notamment le Jura, on le sait. Est-ce que la campagne primeur de Bordeaux, dont on a beaucoup parlé déjà, a eu une répercussion sur ces ventes aux enchères ? Est-ce qu'il y a une campagne primeur, vraiment En tout cas, on en a parlé, elle a quand même eu lieu. Oui, bon, elle a pas fait d'étincelle. Nous la suivons. Nous suivons ce marché pas en tant que tel, puisque nous ne sommes pas intervenants, nous ne vendons pas de primeurs. En revanche, ce que nous suivons de très près, c'est les répercussions, effectivement, sur le marché des enchères. Ces répercussions ont été extrêmement faibles en 2017. Et ça, il y a 3 raisons, 3 points d'explication à ça. D'une part, un millésime difficile, délicat, difficile à lire, très hétérogène d'une propriété à l'autre. Par ailleurs, il faut bien reconnaître que Bordeaux aujourd'hui n'est plus le centre principal de l'intérêt des amateurs de vin. Si Bordeaux représentait encore, fin 2016, plus de 50% des volumes échangés sur le marché, on est tombé à 30% sur le premier semestre. Et puis, pour finir, il y a l'effet prix. C'est quoi l'effet prix ? L'effet prix, les anglo-saxons se sont littéralement déchaînés, parce que ce sont de gros acteurs sur ce marché des ventes aux enchères, des primeurs, et ils ont vraiment constaté une chute dans leurs ventes de 50 à 60% par rapport à la campagne 2016. Je crois qu'il y a eu une grande déception sur les niveaux de prix qui ont été pratiqués sur le millésime 2017. Qualitativement, il est comparable au 2014, si on veut jouer le jeu des comparaisons. Et il se trouve que à aujourd'hui, par rapport au prix du marché, on est en 2017 20% au-dessus de ce qu'on peut acheter en 2014. Et par rapport au 2015, qui est un très très grand millésime, on est seulement 6% en dessous du prix du marché. Donc l'intérêt d'acheter tout de suite quelque chose qui est encore une promesse, puisqu'un primeur c'est encore une promesse, aujourd'hui il n'est pas apparu de façon très nette auprès des amateurs. On a démarré sur une question presque d'actualité. On continue dans ce monde actuel. C'est l'été, ça n'aura échappé à personne. Généralement, l'été, on aime plutôt des vins de soif, comme on dit, notamment le rosé. Est-ce que tout ça sont des vins qui peuvent aussi rentrer dans une catégorie placement ?
Alors, c'est vrai que c'est un marché très important. Hein. Nous sommes, nous Français, passionnés de rosé. Nous en sommes d'ailleurs les premiers consommateurs au monde. Hein. Guillaume, qui aime toujours savoir combien nous buvons de vin, sera content d'apprendre que le Français boit en moyenne plus de 15 litres de rosé par an et par habitant. Et on voit de plus en plus ce qu'on appelle des piscines. Moi, ça me choque beaucoup. On mélange du rosé avec de la flotte en glaçons, c'est ça? Mais bon. Alors justement, ça fait partie des éléments qui font que le rosé n'est peut-être pas un vin de placement. Mais c'est surtout, en fait, le caractère la façon dont les rosés sont vinifiés. Ils sont vinifiés pour être bu assez rapidement dans l'année, pas tous. Alors vous avez des domaines qui, eux, vinifient des rosés qui vont être des rosés de garde. Est-ce que pour autant, le fameux rosé de Château Simone à Palette ou les rosés d'automne de Château de Pibarnon à Bandol, vous avez de très grands Bandol, mais c'est pas tellement sur la couleur rosée qu'on peut les considérer comme des vins de placement. Bon, on boit quand même pas que du rosé l'été. Non, vous avez aussi de très grands vins de Chenin dans la Loire, à Savenière, à Vouvray, à Montlouis, à Sancerre, des Sauvignons de Pouilly-Fumé, qui sont des vins absolument magnifiques, qu'on est très heureux de boire durant l'été, et qui sont, pour certains d'entre eux, de très grands vins de placement. Je pense au Clos de la Coulée de Serran, à Savenière, au Vouvray de chez Huette, de chez Foreau, au Montlouis de Chidène ou de la Taille-au-Loup, au Sancerre du Clos de la Néor ou de Cotta, et sans parler des Riesling, des grands Riesling d'Alsace. Je pense par exemple au Clos Sainte-Une, qui est un vin qui, aujourd'hui, dans les grands millésimes matures, dépasse les 400 €, frôle même les 500 € la bouteille. Donc vous avez de très grands producteurs qui sont vraiment à suivre aussi en Alsace, comme Sindum-Brecht ou même Dice, bien sûr, qui sont vraiment tous ces domaines sont parfaitement éligibles à être insérés dans une cave en vue du placement. Il y a aussi les vins allemands dont on parle rarement, mais qui peuvent être absolument sublimes. Oui, de grands Riesling allemands, alors en version sec et en version aussi liquoreux, en allant jusqu'au ce qu'on appelle les sélections de Grenoble et les Trockenbeeren Auslese, qui sont effectivement des vins qui sont parmi les plus rares et aussi les plus chers au monde. Bon, on parlera un peu des rouges d'été quand même un jour. À la fin de l'été. Ouais. On se retrouve fin août, c'est ça? Avec plaisir. Angélique Delinxin pour Ideal Wine.